Bonjour à tous, c'est Alicia du blog 36 solutions contre l'épuisement. Aujourd'hui, je vais vous parler du syndrome de l'imposteur. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour la semaine 36 du défi du cordonnier. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez donc voir sur le blog 36 solutions contre l'épuisement pour comprendre un peu ma démarche. Donc aujourd'hui, le thème de cet article que je vous fais en audio aujourd'hui, c'est mon syndrome de l'imposteur. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous dire que vous ne méritiez pas telle ou telle de vos réussites ? Que vous n'êtes pas à votre bonne place ou alors que vous vous sentez peut-être illégitime par rapport à ça ? Que vos proches ou alors vos collègues de travail finiront un jour par découvrir qu'en fait, vous n'êtes pas aussi fort et aussi intelligent que ce qu'ils pensent. Cet article vous intéressera si vous pensez ou avez pensé cela à un moment donné de votre vie. Car il est possible en fait que vous ayez développé ce qu'on appelle donc un syndrome de l'imposteur. Pour découvrir en quoi cela consiste, comment savoir si c'est votre cas et comment y remédier, je vous propose d'écouter ce qui suit. Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est quoi ? Lorsqu'on emploie généralement le terme imposteur, en fait, on admet qu'il correspond à un individu qui trompe ceux qui l'entourent. Donc, par exemple, la famille, les amis ou les collègues. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans une définition de imposteur. Donc, ce qu'on retrouve, c'est que l'imposteur, il use potentiellement d'une ou de plusieurs identités, qui sont des fausses identités, et il va mettre des qualités et des capacités qu'il a en avant, alors que finalement, il ne les possède pas vraiment. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un imposteur dans le langage courant. Donc cet usage courant du terme rapproche en fait l'imposteur d'un manipulateur ou d'un menteur. Toutefois, on va parler d'autre chose aujourd'hui. On parle du syndrome de l'imposteur. Et en fait, là, dans le syndrome de l'imposteur, il n'est pas du tout question de manipulateur ou de menteur. Le syndrome de l'imposteur, il a été identifié par des psychologues. Ces psychologues, c'était Pauline Rose Clance et Suzanne Amend-Imes. Je suis désolée pour la prononciation. Et en fait, elles ont découvert ça en 1978. Par la suite, en fait, c'est Pauline Rose Clance qui va définir ce qu'est le syndrome de l'imposteur. Donc, cette dame-là, c'est une psychologue clinicienne. Elle est également professeure de psychologie clinique à la Georgia State University dans les années 80. La définition du syndrome de l'imposteur, donc selon les chercheurs dans ce domaine, il se définit par l'impression de tromper, donc la personne a l'impression de tromper. La personne va attribuer sa réussite à des causes qui sont extérieures à elle, donc on appelle ça des causes externes, comme par exemple la chance, le hasard, les relations, etc. Et par contre, la personne va attribuer ses échecs personnels à elle-même. Donc, quand il y a la réussite, c'est forcément grâce aux autres ou grâce à l'extérieur. Et quand il y a des échecs, tout est de notre faute. Voilà ce qui se passe dans le syndrome de l'imposteur. Il y a une troisième chose aussi qui est très forte chez le syndrome de l'imposteur, c'est la peur quasi constante d'être démasqué. Le syndrome de l'imposteur, en fait, il amène la personne à vivre dans le doute constamment quant à ses capacités, à sous-estimer les valorisations qui lui viennent des autres à son égard, ainsi que tout ce qui peut être d'autres signes extérieurs qui souligneraient sa valeur. Donc avec ce syndrome, on a l'impression en fait de vivre dans une sorte, comme si on avait un masque social, voilà. Et ça c'est Clance toujours qui l'explique, Pauline Rose Clance, elle dit en 1985, entre guillemets, le masque d'une identité en opposition avec ce qu'ils ont l'impression de vivre. Et de ce fait, lorsqu'on vit dans le syndrome de l'imposteur, on vit dans la crainte d'être démasqué. On a un masque et on craint qu'un jour, les autres aient conscience que nous ne sommes pas réellement qui nous sommes, que nous n'avons pas réellement les capacités que nous avons. Voilà. Et je vous ai mis dans l'article une petite citation d'Emma Watson. Vous la connaissez, Emma Watson, c'est une actrice
une jeune actrice qui a joué plusieurs rôles, notamment je crois qu'elle a... Enfin moi je l'ai connue en tout cas dans Harry Potter, c'est là que j'ai commencé à la connaître. C'est elle qui joue le rôle d'Hermione. On peut dire que c'est une actrice quand même qui a du talent. Et voilà ce qu'elle peut dire. On dirait que plus je m'améliore, plus mon sentiment d'inadéquation augmente et je me dis, n'importe quand, quelqu'un pourrait se rendre compte que je suis en totale imposture et que je ne mérite rien de tout ce que j'ai fait. Voilà. Et en fait, des personnes qui ont ce syndrome, dans les artistes, là je vous ai mis celle d'Emma Watson, mais il y en a des dizaines et des dizaines peut-être des centaines de personnes qui sont dans des personnes qui sont reconnues par le public. Donc bon, ça se discute, hein, les goûts et les couleurs, c'est sûr, mais en tout cas, des personnes qu'on pourrait penser être reconnues par la profession et qui en fait ressentent un syndrome de l'imposteur. Je vais vous dire un peu plus loin quel pourcentage de personnes il y a, parce que vous allez être un peu ébahis, je pense. Enfin, moi, ça m'a choquée quand j'ai vu le pourcentage. Donc, je continue. Le syndrome de l'imposteur, en fait, je me demandais, est-ce que c'est une maladie? Donc, le syndrome de l'imposteur, en fait, c'est pas une maladie, au sens clinique et diagnostique du terme. Par contre, c'est un syndrome réel qu'il faut considérer et qui est considéré par les psychologues comme un obstacle au bien-être ou à l'expression de notre véritable potentiel. Donc en France, il existe un très grand nombre d'appellations différentes pour nommer le syndrome de l'imposteur. Par exemple, peut-être que vous avez déjà entendu sentiment d'imposture, fraude perçue, imposteur névrotique, complexe de l'imposteur, syndrome de l'imposteur, etc., etc. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. Et du coup, comme en français, il y a plein d'appellations différentes, ce que ça crée, c'est complètement du flou. Ça crée un flou malgré le fait que la description, en fait, en elle-même, elle est assez claire. Et de ce fait, en fait, la notion même de syndrome de l'imposteur, elle nous paraît très vague et elle reste méconnue. Et c'est ce qui fait que la plupart du temps, les personnes ne savent pas que ça existe, ou en tout cas n'ont pas de clarté là-dedans, et donc pour venir en aide à ces personnes-là, c'est beaucoup plus difficile, puisqu'il n'y a pas de choses reconnues, il n'y a pas quelque chose de clair et de défini. En tout cas, en ce moment, c'est assez flou en France. Et j'en viens au pourcentage dont je vous parlais tout à l'heure. Pauline Rose Clance nous explique qu'il y a 62 à 70% de la population générale qui douterait à un moment ou un autre, au cours de sa carrière, de la légitimité de son statut ou de son succès. Donc c'est un syndrome qui touche quand même une grosse majorité de personnes. D'après les recherches, comme l'expliquent Chassangre et Callahan, donc ce sont des écrivains qui ont écrit notamment un ouvrage que je vous recommande tout à fait, Traiter la dépréciation de soi, les sentiments liés au syndrome de l'imposteur. Eux, ils expliquent que ces sentiments peuvent se manifester quel que soit le milieu professionnel, le genre ou le diplôme. Donc ça touche toute personne. Il n'y a pas une catégorie de personnes qui va être plus touchée que d'autres. Il peut apparaître en fait de façon spontanée, dans une période plutôt stressante ou difficile de notre vie. Et cela touche autant les femmes que les hommes. Et selon les études, par contre, les femmes, elles y seraient un tout petit peu plus sensibles. Voilà. Pour autant, ça touche autant les hommes que les femmes. Alors maintenant, vous allez vous demander, si vous êtes sensibilisé à ça, comment est-ce qu'on peut reconnaître le syndrome chez soi? Donc il existe des questionnaires officiels qui permettent d'évaluer précisément le syndrome. Donc notamment dans cet article, je vous ai mis des références. Vous pouvez les retrouver dans les publications que j'ai compilées donc, tout en bas de l'article. Et avant d'investir, vous pourriez déjà peut-être estimer la présence du syndrome de l'imposteur chez vous en vérifiant quelques affirmations que je vous ai notées. Donc je vais vous les dire, vous allez essayer de voir si ça vous fait un peu écho chez vous ou pas. Est-ce que vous pourriez vous dire « Je me sens inférieur. J'ai peu d'estime pour moi. J'ai l'impression de tromper mon entourage sur mes réelles capacités. Lorsqu'il m'arrive de réussir quelque entreprise, j'attribue cela à la chance, aux coïncidences ou à mes relations. Lorsque j'échoue, je m'en attribue entièrement la cause. J'ai l'impression de ne pas être capable de réussir. Si je réussis, j'ai la croyance que cela ne pourra pas se reproduire. Pour me protéger, j'ai tendance à tenter de faire baisser les attentes des autres vis-à-vis de moi. J'ai de vraies capacités
et compétences. Et je suis convaincue du contraire. Je crains que l'on découvre que je sois un imposteur. Enfin voilà, voici quelques-uns des ressentis que l'on retrouve chez soi lorsqu'on vit un syndrome de l'imposteur. Donc globalement, on va ressentir de fortes inquiétudes dans nos actions, des doutes sur soi-même, de l'anxiété. Il peut nous arriver aussi de faire des cauchemars par rapport à ça. Et a priori, si vous vous retrouvez dans ces affirmations et ces ressentis, vous êtes susceptible de présenter ce syndrome. Donc si vous voulez préciser, après, tournez-vous vers les échelles. Et le mieux encore, quand vous sentez vraiment que vous en souffrez, et je vous y encourage fortement, allez voir un professionnel pour vous faire accompagner, c'est super important. Quel impact le syndrome de l'imposteur va-t-il avoir sur votre fatigue? C'est ça qui nous intéresse, puisque là on est sur un blog quand même où on parle beaucoup de fatigue émotionnelle, c'est l'objet de notre démarche, et du coup, voilà, pourquoi je vous parle de ça? Quel impact ça va avoir concrètement sur notre fatigue? Donc, dans le syndrome de l'imposteur, il va se créer du stress. Donc d'après les dernières recherches, les personnes qui présentent le syndrome de l'imposteur, ils vivent les 4 caractéristiques du stress, que vous pouvez lire, ces 4 caractéristiques, dans l'article sur le ciné, sur le blog également, donc sur le stress. Le ciné, c'est les 4 caractéristiques du stress. Donc je vous renvoie vers cet article pour plus de précision. Donc ces 4 caractéristiques, c'est peu ou pas de contrôle sur la situation, c'est le ressenti que vous avez. La deuxième, une imprévisibilité de la situation, quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. La troisième, c'est un vécu de nouveauté. Et la quatrième, un ego qui peut être menacé. Ce qui implique une dépense d'énergie et donc de la fatigue, voire de l'épuisement si celle-ci est récurrente. L'autre chose que ça va créer, c'est de l'anxiété. Donc il y a le stress, l'anxiété. L'anxiété, c'est en fait, par exemple, au moment de réaliser la tâche, l'anxiété, elle va être majorée lorsque, par exemple, vous allez avoir une évaluation, que vous savez que voilà, votre tâche ou votre activité va être mesurée, va être jugée, etc. Donc là, ça va majorer votre anxiété si vous êtes atteint du syndrome de l'imposteur. Et le syndrome de l'imposteur, en plus de ça, il est à l'origine d'une anxiété qui va être générale et stable le reste du temps. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui vous habite, mais durablement. C'est pas quelque chose qui va ponctuer votre quotidien de moments de stress et d'anxiété. C'est vraiment une anxiété qui va être généralisée. Et il amène donc la personne à vivre toutes les situations comme étant potentiellement menaçantes, puisque vous avez peur d'être démasqué à ce moment-là. Donc c'est menaçant pour vous. Si jamais vous échouez, quelqu'un va se rendre compte que vous n'avez pas les compétences. Si jamais vous échouez ou si jamais vous vous démasquez, on va comprendre que vous êtes un imposteur. Donc ça crée de l'anxiété. Les affects négatifs également. Dans de nombreuses études, donc je les ai nommés dans l'article, je vous laisse vous y pencher, on va noter ce qu'on appelle une prévalence d'affects négatifs. Ça veut dire qu'il y a davantage, ça va prévaloir, les affects négatifs vont prévaloir. Donc les personnes, ils vont percevoir davantage tout ce qui est ressenti désagréable plutôt que de ressenti agréable dans une journée. Et donc il va y avoir, si on fait un peu la balance, il va y avoir un déséquilibre d'une majorité de ressentis désagréables qui va peser sur le moral de la personne. Par exemple, il va y avoir plus de stress, plus de sentiments de détresse, plus d'anxiété, plus de honte, de culpabilité. Il peut y avoir plus de sentiments d'insatisfaction plutôt que de sentiments de fierté, plutôt que de sentiments de satisfaction personnelle. Il va y avoir plus d'irritabilité, il va y avoir plus d'hostilité, etc. Et d'un point de vue émotionnel, puisqu'il y a une absence de satisfaction en cas de réussite, la réussite de la tâche ne va pas permettre à la personne qui est atteinte du syndrome de l'imposteur de se gratifier, de célébrer ce qui se passe pour elle. Puisqu'en fait, la plupart du temps, elle va plutôt incriminer toutes les petites choses qu'elle aurait pu faire mieux, elle va plutôt s'incriminer de ne pas avoir fait suffisamment bien au regard de ce qu'elle attendait, plutôt que de se gratifier, de célébrer ce qu'elle a réussi. Voilà, même si généralement la tâche est effectuée, elle va essayer de trouver les petits détails qui n'étaient pas corrects et du coup elle va s'incriminer
de ça et voilà, avoir toujours ces pensées négatives sur ce qu'elle a pu effectuer. Et donc ce masque qui revient en tête toujours de « je n'ai pas suffisamment de compétences, on m'a donné ce poste par exemple, mais finalement je ne le mérite pas, etc. etc. » Et en fait, gratification, célébration, ce sont des expériences qui sont importantes. Parce qu'en fait, c'est celle qui va créer chez nous de la joie et du bonheur. Et donc, si on minimise gratification et célébration, on minimise les possibilités de ressentir la joie et le bonheur. Et donc, ça pèse énormément au niveau de la fatigue émotionnelle. Ce qui va peser aussi, c'est l'estime de soi. Donc, on retrouve chez les personnes qui connaissent ce syndrome donc une dépréciation globale de soi. Également en parallèle, une absence d'acceptation inconditionnelle de soi. Donc une faible estime de soi qui peut être associée à des symptômes qui vont être anxieux ou dépressifs. Et du coup, la personne, elle va vivre comme si il était possible que l'on soit infaillible et à vouloir toujours atteindre cet idéal et en niant complètement le fait qu'un être humain est faillible. Parce que la réalité, c'est ça, nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas des personnes infaillibles, nous ne sommes pas des personnes toutes puissantes. Nous avons nos faiblesses, nos failles. Et lorsqu'on a le syndrome de l'imposteur, on a une estime de soi qui souffre parce qu'on pense toujours qu'on peut atteindre une perfection, un idéal. Et donc, qu'est-ce que ça fait pour nous? Ça engendre de la culpabilité, ça engendre toujours ce désir de perfection, de perfectionnement sans fin. L'autre chose qui va se passer également et qui va peser sur notre fatigue, c'est un auto-sabotage. Donc chez les personnes qui présentent le syndrome de l'imposteur, il va y avoir ce qu'on appelle des stratégies d'auto-handicap. Face à une épreuve, face à une tâche à effectuer, en fait, on va mettre en place un comportement qui peut être un comportement d'évitement. Donc on va éviter de se confronter à ce qui nous angoisse. Ou alors, on va avoir tendance à... Enfin, c'est pas ou alors, c'est... ou on va avoir tendance à la procrastination. Donc, on évite la situation et en plus de ça, on va essayer de remettre à plus tard la confrontation à la tâche. Et ces stratégies, qu'est-ce qu'elles font? Elles ne font qu'augmenter notre charge mentale et notre anxiété. Parce que si on continue à fuir ou à procrastiner, déjà, c'est reculer pour mieux sauter. Et en plus de ça, ça alimente le fait qu'on pense qu'on n'est pas capable de faire les choses. Et également, ça nous confronte à des situations un peu inextricables. C'est que quand la tâche, elle doit être effectuée parce que ça fait partie de notre travail, notre patron, par exemple, attend qu'on finisse un dossier, plus on va procrastiner et plus on va être dans l'évitement, plus la date, le délai, l'échéance va avancer, plus ça va créer pour nous du stress en fait. Et plus ça va augmenter notre sentiment de ne pas contrôler, d'être stressé, etc. etc. Donc à ce moment-là, Chassangre précise que notre système de pensée et de croyance est utilisé pour percevoir, traiter et se remémorer l'information. Donc il est fortement impliqué dans la formation de nos émotions. Donc tout ce qui va être mécanisme d'interprétation, etc. Or, on peut constater que ce système, il va être biaisé dans le syndrome de l'imposteur. Donc on va vivre dans ce type de schéma qui est complètement biaisé, qui va être extrêmement énergivore, ça va nous puiser toute notre énergie. Et selon le niveau de syndrome que l'on a, on peut aussi aboutir en fait à des troubles psychiques plus importants. C'est-à-dire que quand on a une fragilité, quand on a déjà une sensibilité particulière, si notre niveau de syndrome est important, si notre auto-sabotage est vraiment très effectif, on risque d'avoir des troubles psychiques importants. Et ça nous amène à quelque chose qui est une notion importante du syndrome, c'est le risque de psychopathologie, donc de pathologie psychique. Et en fait, les scientifiques, ils ont noté que de manière générale, le syndrome de l'imposteur, il agit sur la dimension donc, du bien-être psychologique, donc de comment est-ce qu'on se sent plutôt bien ou plutôt mal. Donc tout ce qui est bien-être psychologique, ça va donc risquer chez nous de retentir négativement sur notre vie. Voilà, donc lorsque le syndrome il est intense et répété, ça a des répercussions sur notre vie. On va potentiellement du coup pouvoir développer une mauvaise santé mentale et des stratégies d'adaptation qui vont être inefficaces par rapport aux troubles. Parce qu'en fait, le syndrome nous amène en fait à prendre des mesures qui ne sont pas adaptées. Comme on est toujours dans une pensée biaisée de nous-mêmes et du monde extérieur,
On va tenter de s'adapter, mais la manière dont on va s'y prendre, ce ne sera pas efficace, ce ne sera pas adapté, et ça crée un peu une sorte de cercle vicieux dans lequel ça va être difficile de se sortir si on ne demande pas de l'aide. Donc pour ressentir du bien-être, nous, on va pouvoir évaluer subjectivement en fait les éléments positifs et négatifs de notre vie. C'est cette évaluation subjective qui va nous permettre de pouvoir percevoir que nos émotions positives peuvent prévaloir sur nos émotions négatives. Et donc que l'on peut ressentir une satisfaction dans notre vie. Mais malheureusement, lorsqu'on a un syndrome de l'imposteur, cette capacité, elle n'est plus. On n'est plus capable de faire ça, d'évaluer subjectivement les éléments positifs et négatifs, puisque le négatif l'emporte. Le syndrome de l'imposteur, en fait, il va être associé pour certaines personnes à une détresse psychologique, puisque ça crée de l'anxiété, ça peut créer de la dépression, des troubles de la personnalité, etc. Parce qu'il y a ce biais, en fait, où on n'est pas dans la réalité, on est dans quelque chose de la pensée, de la croyance sur nous-mêmes qui est négatif. Quel impact sur les relations sociales maintenant? Donc au niveau relationnel, en fait, le syndrome de l'imposteur, il va nous pousser à un besoin de plaire, très important, un besoin de satisfaire l'autre, une crainte de nouer des liens avec l'autre, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de se protéger, parce qu'on va toujours craindre que les autres puissent nous démasquer. On va avoir potentiellement besoin de s'introvertir, c'est-à-dire qu'au lieu d'être tourné vers l'autre et vers l'extérieur, on va avoir tendance à s'isoler, se replier sur soi-même et du coup à limiter notre communication avec autrui. Voilà. Et on va avoir aussi davantage de situations de désaccord, de situations de conflit, de mésentente conjugale, etc., etc. Ça, c'est les études qui montrent tout ce que ça engendre. On observe en fait que les proches qui sont confrontés à des personnes qui ont le syndrome de l'imposteur, ils vont sentir en fait que chez nous, il y a une difficulté. Donc ils vont essayer au départ de venir vers nous pour nous aider et ils vont tenter de nous encourager. Quand on a le syndrome, hop, les proches viennent pour nous encourager. Et à un moment donné, le syndrome est tellement fort que nos proches, ils vont comprendre que c'est quelque chose qui est trop fort, qu'ils n'arrivent pas à davantage nous apporter d'aide. Et donc, ils vont être au départ dans le lien, la compréhension de nous, et à un moment donné, comprendre que le syndrome est trop fort, qu'ils ne peuvent pas faire plus, et donc ils vont passer à un sentiment d'impuissance et de découragement à vouloir aider le proche qui a le syndrome. Donc ça, c'est important de le savoir. Ce qui se passe en fait, c'est que le cycle de l'imposteur, parce qu'il existe un cycle, il est tellement profond, je vous en parlerai tout à l'heure du cycle, ce cycle de l'imposteur, il est tellement profond et tellement récurrent qu'en fait les proches, ils vont arriver vraiment eux aussi à un épuisement de leur tentative de soutien et de valorisation. Donc comme le syndrome de l'imposteur est souvent assez mal connu et que les personnes touchées, vu qu'ils ne veulent pas être démasquées, ils n'en parlent pas, ils n'en ont pas conscience non plus toujours, mais comme il y a un doute, voilà, de toute façon, c'est quelque chose qu'ils ne vont pas aborder avec les autres parce qu'ils craignent de la réaction des autres. Et donc, ces personnes qui ont le syndrome, ils vont se sentir isolés, ils vont se sentir incompris et complètement dépassés. Et dans un ouvrage que je vous ai mis dans l'article aussi, je mets un petit extrait donc, du traité de la dépréciation de soi, donc le syndrome de l'imposteur. En page 137, il est noté « Il est possible d'observer à la longue un réel épuisement émotionnel, un débordement général, voire un burn-out, du fait de l'anxiété, ou d'autres émotions à valence négative ressenties par la personne présentant le syndrome de l'imposteur. » Donc ça va vraiment loin, c'est pour ça que je vous poussais à aller consulter si jamais, parce que ça peut aller très très loin et c'est important en fait d'être accompagné par un professionnel à ce moment-là. Donc le cycle de l'imposteur, je vous en ai parlé juste avant, maintenant on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Le syndrome de l'imposteur, il va amener la personne à vivre un cycle de comportement sous la forme d'un cercle vicieux. Et la difficulté d'en sortir, c'est que comme c'est un cercle vicieux, il s'auto-alimente. Et l'autre chose aussi, il s'auto-alimente et en plus de ça, souvent c'est quelque chose qui est très difficile de conscientiser. Donc il reste inconscient pour nous et comme c'est inconscient, c'est difficile de pouvoir en sortir puisqu'on ne peut pas mettre de mots dessus. Et voilà les 6 caractéristiques du syndrome. Donc globalement, 6 caractéristiques. Un cycle de l'imposteur, donc on le verra en détail plus bas.
ce cercle vicieux dont je parlais. Le besoin d'être reconnu, voilà, parce que le succès ne suffit jamais, donc il y a toujours une quête d'être reconnu. Un comportement de ce qu'on appelle superwoman, superman, c'est le besoin d'être toujours exceptionnel, c'est l'idéalisme dont je vous parlais tout à l'heure, il y a toujours besoin d'être toujours plus. Il y a également la peur de l'échec, la peur de la réussite, parce que si jamais il y a réussite, justement, il y a encore plus possibilité de se mettre en avant et donc d'être démasqué. Et ça fait très très peur. Et enfin, le dénigrement des compétences qui reste constant, on l'a déjà vu. Le cycle de l'imposteur, donc c'est un des éléments du vécu de ce syndrome qu'on vient de voir là juste à l'instant. Et en fait, c'est ce qui va complexifier la possibilité d'en sortir. Donc, souvent, il commence par une tâche qui est proposée à la personne et qui nécessite la réalisation d'une activité. Donc, par exemple, je vous l'indique sur un schéma. Ce sera, si vous êtes visuel, vous allez plus, ça va pour vous être plus porteur de visualiser le schéma que j'ai fait, que j'ai dessiné sur l'article. Donc, ça commence par une activité à réaliser. Cette activité, elle va mener à de l'anxiété, puisqu'on doute de soi. On va être un peu anxieux. Voilà. Cette anxiété, ça va donner lieu à des techniques de travail qui ne sont pas adaptées et efficaces. C'est la procrastination ou la surpréparation. Ces deux techniques qui sont ni l'une ni l'autre efficaces. Procrastination, c'est on va remettre toujours à demain et finalement on va se trouver sur le fait accompli à devoir produire quelque chose en très peu de temps. Du coup, ça met énormément de stress et puis ça ne nous rend pas du tout efficace. Et la surpréparation, c'est pas non plus efficace parce qu'en fait, on va aller au-delà de ce qui nous est demandé. On va donner énormément d'énergie, beaucoup trop d'énergie là-dedans, beaucoup trop de préparation. Et vous allez comprendre pourquoi après, cette surpréparation, ça ne va pas du tout être efficace pour le syndrome parce qu'en fait, ça va rajouter du doute sur soi. Le résultat, il va être une réussite, la plupart du temps, puisque de toute façon, la personne, elle a des compétences à la base. Mais la personne, elle va penser qu'elle a eu de la chance, ou alors, justement, s'il y a eu surpréparation, eh bien, en fait, elle ne mérite pas cela. Elle a dû fournir un tel gros effort qu'en fait, ça ne peut pas être valorisant pour elle. C'est qu'elle s'est donnée tellement à fond jusqu'à l'épuisement à devoir se surpréparer qu'elle se dit qu'il faut toujours qu'elle fasse comme ça pour pouvoir réussir et que du coup, déjà d'une, ça peut pas être reproduit et qu'en plus de ça, du coup, c'est pas quelque chose d'inné chez elle, c'est pas d'une compétence qu'elle a, c'est juste qu'elle s'est trop préparée et que ça marche mais que dans ces conditions-là et donc ça va réengendrer une boucle de justification du syndrome. Donc, ce que j'aborde là, c'est ce qu'on appelle une autre étape qui est la minimisation. Donc, si elle reçoit des félicitations des autres, elle va minimiser ce qu'elle va entendre. Elle aura toujours la sensation en fait de ne pas mériter et elle va se sous-estimer. Et elle pense toujours que les autres autour d'elle, par contre, la surestiment. Et ce qui va boucler la boucle, c'est qu'en fait, elle va ajouter à nouveau du doute, de la perte de confiance. Et du coup, pour la prochaine activité à réaliser, on retourne à la phase d'anxiété, aux techniques de procrastination ou de surpréparation, au succès, etc., etc. Et en fait, c'est une boucle sans fin. Alors, pour continuer sur le syndrome de l'imposteur, il y a quelque chose d'important à savoir, c'est qu'il y a des risques de confusion. Donc je vais vous dire avec quoi il ne faut pas confondre le syndrome de l'imposteur. Donc le syndrome de l'imposteur, ce n'est pas de la fausse modestie. Voilà, c'est pas de la fausse modestie parce qu'en fait le syndrome de l'imposteur, il intime constamment à la personne qu'elle ne mérite pas son succès. Donc c'est pas de la fausse modestie, c'est que réellement en elle, elle est persuadée de ne pas mériter ce qui lui arrive. Ensuite, la personne, elle a une faible image de soi, mais ça va au-delà. Donc ce n'est pas que une faible image de soi. Parce qu'en fait, elle connaît également tout ce qu'on a vu tout à l'heure qui est l'erreur d'attribution causale. Donc l'erreur d'attribution causale, c'est je m'attribue mes échecs et lorsqu'il y a une réussite, ça vient de l'extérieur. Et en plus de ça, il y a une troisième chose, c'est qu'elle a peur d'être démasquée. Donc ce n'est pas seulement la faible image de soi. Il y a d'autres choses aussi qui existent pour le syndrome de l'imposteur. Une chose à ne pas confondre aussi, c'est que ce n'est pas une simple peur de l'échec ou une simple peur du succès. Voilà. Parce qu'il y a aussi ces choses qui se surajoutent, qui sont la peur d'être démasqué, le doute de ses compétences, la minimisation, etc., etc.
Alors on va voir maintenant ensemble de quelle manière évolue le syndrome. Dans les recherches et les études qui ont été faites sur le syndrome de l'imposteur, donc on voit que le syndrome en fait de l'imposteur tend à diminuer avec l'âge et avec la pratique. C'est-à-dire que plus vous avez d'ancienneté ou d'expérience, plus votre syndrome va petit à petit diminuer. Par contre, il peut aussi, dans certains cas, se maintenir. Et souvent, c'est en raison de la présence de dépréciation. Donc ça va être tout ce qu'on retrouve dans les ruminations, la dépréciation, toujours la présence des processus d'attribution causale dont on a parlé tout à l'heure, et le sentiment aussi d'inauthenticité, ça c'est des facteurs qui font que ça peut le maintenir. Toutefois, c'est vrai que effectivement ça paraît un petit peu naturel et normal. Quand on a l'âge qui avance et la pratique qui avance, on a normalement, dans le processus de ce syndrome, on prend confiance en soi en fait, parce qu'on a justement l'expérience. Mais pour autant, compte tenu de la présence des erreurs d'attribution, de la dépréciation et du sentiment d'inauthenticité, ça peut quand même se maintenir. Le syndrome de l'imposteur, il apparaît à des grands moments souvent. Donc c'est quand il y a des étapes importantes de la vie, des périodes de transition, qu'il est plus susceptible d'apparaître. Donc dans ces grandes étapes, il peut y avoir les évolutions de salaire, les accès à des études supérieures, un premier emploi, ça peut être au contraire un licenciement, un changement d'emploi. Ça peut être lié aussi à une restructuration professionnelle. Quand par exemple votre institution est amenée à être restructurée, quand il y a des postes qui bougent, des fonctions qui bougent, là ça peut être un événement aussi important qui fait que ça peut créer du stress chez vous et qui peut engendrer le syndrome. Ça peut être à l'occasion d'une promotion aussi, ou alors aussi dans les moments où au niveau personnel, il y a un changement de type une maternité, paternité, voilà, à l'arrivée d'un enfant, donc ça fait forcément un peu bouger les lignes. Et ce sont des grandes étapes où on voit parfois survenir les syndromes de l'imposteur. Et comme nous construisons en fait l'opinion qu'on a de nous-mêmes à partir du vécu familial, de notre vécu en général, de nos expériences, en fait, on peut en déduire que les messages et les attitudes que vont avoir notre famille, donc ça va être concernant la réussite, l'intelligence, le succès notamment, et ça va constituer un facteur qui va nous prédisposer au syndrome de l'imposteur. Donc l'environnement en fait, dans lequel on va se développer, dans lequel on va avoir nos événements de vie, il va avoir un impact, il va influencer en fait la construction qu'on a de notre système de pensée, de nos émotions, de nos comportements et de nos croyances. Donc c'est vraiment important de comprendre que les réactions, mais également le contexte et l'environnement dans lequel on évolue, donc les personnes avec qui on vit, le contexte, le milieu dans lequel on évolue, a vraiment un impact sur ce syndrome qui peut nous prédisposer en tout cas à créer ce syndrome chez nous. Maintenant, ce qui va nous intéresser, ça va être, finalement, on connaît tout ça, on a ces études qui nous ont montré tout ça, et comment faire pour sortir du syndrome de l'imposteur ? Donc la première chose, je pense que déjà c'est une très bonne nouvelle, c'est que il existe en fait des possibilités de sortir du syndrome. Ouf. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'en fait on a tous en nous les ressources pour y parvenir. Ça c'est vraiment une nouvelle et une information qu'il faut garder en tête. On peut s'en sortir et on a chacun les ressources pour y parvenir. Par exemple, on peut notamment compter sur ce qu'on appelle notre intelligence émotionnelle. Parce qu'en fait, dès le moment où on a une intelligence émotionnelle, dès le moment où en fait on a une capacité à apprendre de ce qui se passe, à prendre leçon de ce qui se passe, à savoir exprimer ce que l'on ressent, identifier, comprendre nos émotions, nos sentiments, tout ça, c'est des choses qui vont nous permettre d'apprendre à gérer différemment les situations et aussi d'apprendre à mieux appréhender les retours qui nous proviennent de l'extérieur, mais aussi les pensées que l'on a en intérieur. Donc en fait, quand on présente le syndrome de l'imposteur, on peut apprendre à utiliser dans le bon sens les émotions, les sentiments, les pensées que l'on a, alors que jusque-là, on les avait également, ces consciences et cette reconnaissance et cette identification, sauf qu'on les utilisait à mauvais escient.
comme pour rentrer à nouveau dans ce cercle vicieux. Et en fait, l'intelligence émotionnelle que l'on a, elle va permettre en fait d'évaluer, d'exprimer et d'utiliser nos émotions correctement. Donc il est tout à fait possible en fait de prendre ces connaissances que l'on a, de les mettre à notre service en quelque sorte. Et de travailler en fait à développer davantage cette intelligence sur en fait tous les petits points qui dysfonctionnent et qui fait qu'on auto-alimente le syndrome. Donc les possibilités techniques, elles sont nombreuses. Il existe plusieurs prises en charge de possibles. Ça va dépendre de l'ampleur du syndrome. En fait, il faut vraiment veiller, ça c'est quelque chose de crucial, veiller à une prise en charge qui soit adaptée à ce que vous présentez. Parce qu'en fait, des niveaux, des ampleurs de syndrome, il y en a... j'allais dire autant que de personnes qui présentent le syndrome, c'est-à-dire que ça dépend vraiment de ce que vous avez déjà vécu, de là où vous partez, de vos capacités, je parle des capacités de votre énergie, de vos ressources que vous avez actuellement, et vraiment de la force du syndrome, s'il est vraiment enquisté, incrusté, quelque chose de profond qui date, ou si c'est un syndrome qui vient de se déclencher, on va forcément adapter une prise en charge qui sera différente. Donc là, dans l'article, je vous propose, en fait, je vous partage quelques possibilités d'approche. Donc l'une des premières conditions communes à ces approches, ça va être l'identification de la perception de soi erronée. Donc en gros, c'est arriver à comprendre que les pensées que l'on a, le mécanisme de pensée que l'on a créé dans le syndrome, c'est une manière de penser qui est erronée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose l'une des approches principales, c'est d'arriver à prendre conscience de ça. Et ensuite, vous avez dans les applications tout ce qui peut être thérapie cognitive et comportementale. Donc c'est ce qu'on appelle les TCC, c'est des thérapies qui vont donc avec un accompagnateur, avec un thérapeute qui doit être certifié. Il va utiliser en fait l'auto-observation, donc c'est-à-dire il va vous amener à comprendre comment vous fonctionnez, à observer vous-même comment vous fonctionnez au quotidien. Et il va agir sur les cycles et les automatismes inadaptés qu'on a vus tout à l'heure. Il y a également une personne qui s'appelle Albert Ellis et qui a créé ce qu'on appelle le PCER. Donc là, ça va être une thérapie qui est ciblée sur les émotions. Ça existe aussi, vous pouvez vous renseigner. Il existe également des thérapies qu'on appelle d'approche systémique. Donc l'approche systémique, c'est encore une autre approche et qui là va être parfois, donc il y a plusieurs approches systémiques, mais là, dans celle qui semble en tout cas à l'heure actuelle dans mes croyances la plus adaptée pour nous quand on a un syndrome de l'imposteur, ce serait plutôt les approches qui sont centrées sur la solution. Il y a plusieurs types. Là, l'approche systémique centrée sur la solution, ça peut être vraiment une bonne approche. Et il existe bien d'autres psychothérapies. Je n'écarte aucune, c'est-à-dire que pour certaines personnes, ça va être plutôt les approches psychanalytiques qui vont fonctionner. D'autres, vous allez aller peut-être vers des écoutes bienveillantes, l'écoute empathique, par exemple, en communication non violente. Voilà, il y a plein de choses qui existent. L'important, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui est le plus adapté à votre situation. D'autres outils qui peuvent très bien fonctionner, la relaxation, les thérapies de groupe, les groupes de parole. Les groupes de parole et les thérapies de groupe, ça vous aide à comprendre que vous n'êtes pas seul à ressentir ce que vous ressentez, à penser ce que vous pensez, et ça vous permet vraiment de prendre du recul et de découvrir en fait avec joie qu'il y a des possibilités de sortir de ce syndrome et de voir que voilà, chacun peut cheminer à son rythme et que c'est possible de le mettre de côté, de l'éliminer ce syndrome. Il y a aussi le journal comportemental qui est un outil qui peut être très intéressant, les jeux de rôle, enfin voilà, il y a plein de choses de possibles. Donc là, je pense qu'on arrive vraiment à la fin de ce podcast. Ce qui est intéressant pour moi de vous transmettre à présent, c'est un outil concret que vous puissiez mettre en pratique maintenant. Donc je vous propose là c'est à vous de jouer. Donc je vais vous proposer une technique qui va être plus ou moins adaptée à vous. J'ai essayé de trouver quelque chose qui soit suffisamment généraliste pour que vous vous y retrouviez, mais à vous de voir après si vous reconnaissez là-dedans ou pas du tout. Vous l'aurez compris en fait, une prise en charge adaptée est importante pour le syndrome, mais aussi pour éviter l'épuisement émotionnel. Donc maintenant je vais vous partager une technique simple et ça va en fait introduire ce type de prise en charge. C'est-à-dire que c'est une introduction aux thérapies que vous pourriez faire si vous voulez vraiment vous débarrasser de ce qui se passe pour vous. C'est vraiment une introduction. Peut-être que ça peut même suffire compte tenu du niveau de votre syndrome.
mais peut-être pas. Et là, ce sera juste voilà, une première marche à franchir et après, vous pourrez aller investiguer un peu plus une fois que vous aurez déjà essayé cette technique. Donc la technique que je vous propose, c'est d'expérimenter afin de commencer à prendre conscience, prendre en fait un autre regard sur vos capacités et sur l'image que vous avez de vous-même. Donc cette technique, elle s'appelle le journal des compliments. Son but, c'est d'apprendre doucement, à votre rythme, à accepter les compliments et les émotions qui sont liées à la réussite. Donc là, ça vient vraiment cibler tout ce qui est du côté de l'erreur d'attribution causale dont on a parlé. Donc essayez de prendre conscience et d'accepter les compliments et les émotions liées à la réussite. Donc elle permet en fait, cette technique, de se rendre compte que l'on rejette les retours positifs, ce qu'on appelle des dénis de compétences. Et pour cela, Madame Clance, elle a élaboré en 85 un exercice d'auto-observation qui est ciblé sur le déni de compétences. Et dans un carnet, ce que je vous propose de faire, vous prenez un carnet, ou alors sur votre smartphone si vous êtes plus à l'aise, mais voilà, moi personnellement c'est le carnet, peut-être que vous ce sera le smartphone, bref, vous prenez le support qui vous semble le plus facile et le plus adapté pour vous. Vous allez dessiner un tableau à plusieurs entrées, et en fait vous allez répertorier plusieurs éléments observés de votre vie quotidienne. Donc dans une situation de réussite, après une action que vous avez accomplie, vous allez noter dans une première colonne le compliment que l'on vous a adressé, dans une seconde le démenti que vous aurez utilisé, dans une troisième les émotions et pensées ressenties en lien avec le dénigrement du compliment. Donc, qu'est-ce que vous avez eu comme pensée et comme émotion quand vous avez vous-même démenti le compliment qu'on vous a adressé? Dans une quatrième colonne, vous allez marquer là où les réponses alternatives possibles. Donc là, vous vous mettez dans la peau de quelqu'un qui n'a pas de syndrome. Vous imaginez, ça peut être votre meilleur ami, un parent bienveillant, un collègue bienveillant. Qu'est-ce que cette personne, donc, aurait pu dire de différent à la place? Vous vous mettez dans ce rôle-là et finalement, ça devient vos réponses alternatives possibles. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que j'aurais pu dire de différent à la place de ce démenti? Et dans une dernière, cinquième colonne, les émotions et pensées que vous allez ressentir qui vont être associées à cette nouvelle réponse alternative. Voilà, donc je vous propose de faire ça dans un premier temps. Si vous êtes très visuel, je vous propose d'aller tout de suite voir sur le blog 36 solutions contre l'épuisement pour trouver le tableau que j'ai dessiné. Petit, modeste tableau, mais en tout cas, si vous êtes plus visuel, ça vous aidera peut-être davantage. Donc cet exercice d'observation et d'imagination, c'est un très bon outil pour débuter votre lutte contre le syndrome de l'imposteur. Il y a d'autres coups de pouce qui sont possibles, supplémentaires au quotidien. Vous pouvez notamment utiliser la méthode SMART qui permet de consolider le changement. Il y a un article sur la méthode SMART sur le blog si vous voulez. Trouver un soutien ou alors un modèle ou un mentor qui peut vous permettre de rehausser votre confiance en vous et de sortir du syndrome. Vous pouvez partager et expérimenter vos sentiments, vos doutes et vos craintes. Le fait d'exprimer les choses à quelqu'un d'autre, en groupe ou en binôme, ça fait un bien fou contre ce syndrome. Vous n'êtes pas seul. 70% de la population a eu à un moment donné de sa vie quelque chose qui ressemblait à ce syndrome de l'imposteur. L'autre technique qui est intéressante contre le syndrome, c'est d'apprendre à demander de l'aide. Aïe! Là, ça crisse un peu parce qu'on n'a pas tous appris à demander de l'aide. Du coup, c'est pas forcément confortable pour tout le monde. Mais oui, apprendre à demander de l'aide, là aussi, ça aide à sortir du syndrome de l'imposteur. Essayez aussi de séparer vos impressions des faits. Prendre du recul sur ce qui se passe pour essayer vraiment d'observer qu'est-ce que concrètement il s'est passé et séparer les impressions des faits. Vous pouvez aussi développer l'optimalisme plutôt que le perfectionnisme. Plutôt que de chercher la perfection, vous allez essayer de chercher qu'est-ce qui peut être optimal. Voilà, le minimum qui puisse
apporter un bon résultat, mais pas quelque chose de parfait. Il y a également la possibilité de penser et songer que tout le monde éprouve des sensations désagréables lorsqu'il commence quelque chose de nouveau. Parce que bien sûr, il peut y avoir aussi cette résistance au changement. On a un inconfort quand on essaye de bouger les lignes, nos habitudes, nos pensées. On sent qu'il y a quelque chose qui... Voilà, on recherche la stabilité, donc ça va être très... Souvent, on va avoir envie de retomber dans nos ornières habituelles parce que c'est des chemins qui sont déjà tracés. Et donc, plus vous allez accepter qu'au départ, ça risque d'être un peu inconfortable de changer les lignes, plus vous allez pouvoir aller vers de la nouveauté et apprendre à réagir et à fonctionner, à penser différemment. L'autre chose qui peut vous aider, c'est d'oser prendre des risques et aussi de développer la prévention en tant que parent. C'est en fait quand vous êtes parent, que vous êtes maman ou papa, pouvoir faire de la prévention dans les retours que vous allez faire à vos enfants lorsqu'il y aura un échec ou une réussite. Parce qu'en fait, en leur transmettant une autre façon de voir l'échec et la réussite, ça va vous faire également vous cheminer, mais ça va surtout grandement servir à vos enfants pour qu'ils évitent de tomber dans le syndrome de l'imposteur. Voilà, c'était un long podcast. Du coup, je vous laisse ici avec ces pensées-là. Ce texte, c'est vraiment ma croyance d'aujourd'hui, de ce que je peux vous transmettre par rapport à ce que j'ai lu et ce que j'ai expérimenté. Je vous laisse penser à tout cela. Peut-être que certaines personnes, ça ne va pas du tout leur parler. Pour d'autres, ça aura peut-être un peu résonné. J'espère avoir contribué en tout cas à vous donner quelques pistes qui puissent vous aider. Je suis vraiment impatiente de lire vos retours, vos réactions en commentaire, soit sur le podcast, soit sur l'article du blog, ou alors encore vous pouvez aller sur le groupe Facebook du blog, le groupe privé. Et avec tout ça, je vous souhaite vraiment une très très belle semaine, la plus belle semaine que vous puissiez passer, et avec plein de légèreté et de plaisir à expérimenter toutes ces nouvelles choses. Je vous dis à très très bientôt sur 36 solutions contre l'épuisement et merci beaucoup de m'avoir écouté. Salut!